On est maintenant prêt à corriger la deuxième partie de l'examen formatif synthèse où vous allez avoir à répondre à des questions sur les deux mises en situation. Donc, la première mise en situation, comme vous le savez déjà, c'est à l'extérieur. Donc, vous devez évaluer, corriger et préparer le sol de votre client. Celui-ci cultive un potager biologique, légumes et fruits depuis quelques années, mais avec peu de succès sur un sol qu'il n'a aucunement amélioré. Donc, le client n'a pas amélioré son sol, il y a des résultats plus ou moins, il vous engage comme horticulteur pour améliorer la situation. Donc, vous avez une série de questions à répondre à partir de ça. La première question, la partie 1, prise d'échantillon et analyse. Vous commencez par prélever un échantillon de sol pour faire une analyse sommaire. Nommez les étapes pour prendre un échantillon de sol pour analyse. Donc, vous arrivez sur le terrain, vous devez prendre un échantillon de sol pour faire une analyse, que ce soit une analyse sommaire vous-même ou encore vous l'envoyez au laboratoire, c'est la même technique. Donc, si on veut prendre un échantillon qui est représentatif, la méthode à respecter, premièrement, on commence avec des instruments propres et bien rincés. Gratter la surface de sol, prendre à peu près une dizaine de prélèvements sur une quinzaine de centimètres de profond. On met ça dans une chaudière, on bouche les trous évidemment sur le terrain, on brasse, on extrait 1 à 2 tasses, on identifie l'échantillon et on l'envoie au laboratoire. Alors voilà pour les étapes de la prise d'échantillon. Ça, c'était la première partie. Toujours dans la première partie, une fois que vous avez l'échantillon, nommez les points que vous pourriez vérifier si vous choisissez de faire une analyse sommaire plutôt qu'une analyse de laboratoire. Donc, si vous faites l'analyse vous-même, c'est quoi les points que vous allez vérifier? Bien, c'est les 3 suivants. C'est les 3 qu'on a fait dans les serres. Donc, première chose qu'on a appris, c'est de faire le test de texture. Donc, la première chose à vérifier, c'est la texture du sol. Et avec quelle méthode vous allez vérifier la texture? Bien, avec la méthode au toucher. Ensuite, vous allez devoir vérifier la richesse en matière organique. Comment on fait pour savoir si un sol est pauvre ou riche en matière organique si on ne l'envoie pas au laboratoire? Bien, on utilise nos yeux, donc à l'œil, en observant la présence d'agrégats et la teinte du sol quand il est sec. Et la troisième chose qu'on devrait vérifier si on veut faire une analyse soi-même, c'est le pHO. Et comment on vérifie le pHO? Vous l'avez déjà fait avec un pH-mètre, la méthode où on mélange la terre avec de l'eau distillée, tout simplement. À la question C, on demandait, selon votre évaluation de la texture, ce sol a-t-il besoin d'un amendement minéral? Bien, on avait un petit peu plus loin l'analyse de sol qui nous disait que pour la texture, on faisait un ruban de 2 cm et que le sol était abrasif. Donc, un sol qui fait un ruban de 2 cm qui est abrasif, c'est un sol limono-sableux. Est-ce qu'on a besoin d'un amendement minéral si on a un sol limono-sableux? Je vous réfère à votre triangle. Et dans votre triangle, vous allez voir que le limono-sableux fait partie du grand groupe des sols intermédiaires. Donc, il n'y a pas besoin d'amendement minéral. Donc, la réponse est non. Un sol limono-sableux est intermédiaire. Donc, il n'y a pas besoin d'amendement minéral. Pas besoin de mettre du sable ou de l'argile dans un sol intermédiaire. À la question D, que devrez-vous faire avec le pH-mètre avant de prendre des mesures de pH de votre sol? Donc, si vous voulez faire un test de pH, qu'est-ce que vous devriez faire avant de faire des tests de pH? Évidemment, c'est de le calibrer, de l'ajuster avec les solutions tampons. Donc, comment vous allez faire ça? Avec les solutions tampons, généralement des solutions à pH 7 et à pH 10, mais dans certains cas, ça va être des solutions à pH 7 et à pH 4. La question E, nommez les étapes ou la recette pour faire la mesure du pH de votre sol. On avait vu ça en serre et on a vu ça aussi dans la leçon 8. Donc, la recette, elle est simple, c'est 3 étapes. Première étape, on mélange 50 ml de sol avec 50 ml d'eau distillée. Deuxième étape, on brasse, on attend 5 minutes. On rebrasse, on attend un autre 5 minutes. Et troisième étape, on prend la lecture avec le pH-mètre qu'on a calibré au préalable. Ça complète la partie 1. Maintenant, les résultats d'analyse, on les a ici. La surface de terrain, 5 mètres par 8 mètres. La texture du sol, on l'a dit tantôt, ruban de 2 cm abrasif, ça va être un limono-sableux. La matière organique, on ne vous donne pas le taux de matière organique, mais vous avez une image en annexe pour évaluer le sol. Et si on regarde à quoi ça ressemble, le sol est plutôt pâle, il y a un petit peu d'agrégat. C'est donc un sol moyen pauvre en matière organique. Le pHO est à 5,4. Le pH tampon était à trouver. Et si on avait fait faire l'analyse de sol au laboratoire, on aurait aussi des résultats de phosphore et potassium. Dans ce cas-ci, le phosphore il serait à 86 et le potassium à 194 kg à l'hectare. Tout ça, on va le retranscrire un petit peu plus loin dans la partie 2. Donc, compléter l'analyse à la partie 2. L'utilisation, on a dit au début du problème que c'était un potager.
La surface, on a dit que c'était 5 par 8, donc 40 mètres carrés. La texture, on a dit ruban de 2 cm abrasif, donc limono-sableux. L'évaluation de la matière organique, on l'a vu sur la photo précédente, donc le sol est pâle avec peu d'agrégats, donc un sol moyen pauvre, autour de 4 %. Le pH est à 5,4. Maintenant, une fois qu'on a le pH et la texture, avec la grille, on peut trouver le pH tampon. Le pH tampon correspondant était de 6,3. Taux de phosphore, taux de potassium, on avait déjà ça. Et maintenant, on demandait la rétention en eau et le drainage. C'est quoi la rétention en eau d'un sol limono-sableux à 4 % de matière organique? C'est une rétention bonne à faible. Maintenant, c'est quoi le drainage d'un sol limono-sableux qui est moyen pauvre? C'est bon à fort. Drainage bon à fort. Maintenant, la partie 3, faire une liste des engrais et amendements et déterminer les quantités nécessaires pour corriger ces sols pour la première année de culture. Donc, on commence la culture, on a pris nos échantillons, on a fait des analyses, et maintenant, on va devoir choisir qu'est-ce qu'on a besoin de mettre dans ce sol-là et en quelle quantité. On commence avec amendement minéral. On a dit tantôt, c'est un limono-sableux. Les limono-sableux font partie du grand groupe des intermédiaires, donc aucun amendement minéral, évidemment, aucune quantité. Pour la matière organique, on disait 4 %. À 4 % de matière organique, un sol qui mesure 40 mètres carrés aurait besoin de 5,6, ou si on arrondit, 6 brouettes de compost ou environ une verge cube. Pour l'amendement correcteur de pH, on a dit que le pH tampon était à 6,3. À pH 6,3 pour un potager de 40 mètres carrés, si on fait le calcul, ça donnait 20 kg de chaux. Maintenant, pour l'engrais phosphaté, on est en biologique, donc on choisit le phosphate de roche. Et si on fait le calcul selon le résultat d'analyse qu'on avait tantôt, ça devrait donner autour de 2,4 kg de phosphate de roche. Et comme engrais potassique, si on choisit le sulpomag, on devrait arriver à 4,2 kg. Si vous avez choisi plutôt le sulfate de potassium, qui est aussi accepté en biologique, on arrive un petit peu en bas de 2 kg. Une fois les amendements et engrais choisis, faites une liste des étapes pour préparer le sol. Donc, les étapes quand on veut appliquer ces produits-là. Première étape, on va travailler le sol et niveler légèrement au besoin. Ensuite, on va épandre uniformément nos amendements, le compost et la chaux dans ce cas-ci, et on va les incorporer en profondeur. Ensuite, on va niveler grossièrement. On va être prêt à épandre nos engrais à la volée, donc épandre uniformément les engrais, dans ce cas-ci le phosphate de roche et le sulpomag. Ensuite, on va tout simplement les incorporer en surface et on va niveler au besoin. Donc, les étapes de préparation du sol sont toujours les mêmes. On travaille le sol au besoin, on épand uniformément nos amendements, on les incorpore en profondeur, on nivelle un peu. On épand nos engrais à la volée, on incorpore en surface et on nivelle. Notre terrain est prêt à recevoir les plantes. Partie 4 maintenant. Identifie les carences en éléments nutritifs. Et ce qu'on disait à la partie 4, le client vous montre des photos de carences observées sur ces plantes l'an passé. Ça, c'est les photos que vous aviez en annexe tantôt. Donc, les 4 photos que le client vous montre, c'est des photos qu'il a prises sur son terrain et c'est des photos qui montrent que les plantes sont mal en point. Vous, vous êtes capable d'identifier que c'est des carences en éléments nutritifs et le client va vous demander ces carences-là que j'ai vues l'année passée ou ces symptômes-là, ces problématiques-là, est-ce qu'elles vont revenir cette année? Donc, dans le premier cas, si vous observez bien, c'est la pourriture apicale de la tomate qui est causée par une carence en calcium. Dans le deuxième cas, on a du mauve sur les feuilles, c'est la carence en phosphore. Et dans les deux autres cas, c'est des barres de feuilles qui sèchent, donc la carence en potassium. Donc, identifier ces carences, je répète. Pour la photo numéro 2, c'était la pourriture apicale de la tomate, donc la carence en calcium. La photo numéro 3, c'est du mauve sur les feuilles ou du violacé sur les feuilles, c'est la carence en phosphore. Et les photos 4 et 5, les barres de feuilles qui sèchent, c'est des carences en potassium. On est maintenant prêt à répondre aux questions du client. Pour la carence de la photo numéro 2, est-ce qu'elle devrait réapparaître cette année selon vous? Ça, c'est des photos qu'il a prises l'année passée. Vous avez fait des ajouts dans le sol, vous avez apporté des engrais, vous avez corrigé le pH. Est-ce que la carence en calcium devrait réapparaître? La réponse est non. Pourquoi? Parce qu'on a ajouté de la chaux au sol et la chaux va contenir plein de calcium. Donc, la carence en calcium qu'on a vue l'année passée ne devrait pas réapparaître cette année à cause de la part de chaux que vous allez faire dans le sol. Pour la carence de la photo numéro 3, la carence en phosphore, est-ce qu'elle devrait réapparaître selon vous? Encore une fois, la réponse, c'est non. Pourquoi? Parce qu'on a ajouté de l'engrais riche en phosphore. On a mis du phosphate de roche
L'année passée, il manquait de phosphore, mais vous allez acheter du phosphate de roche parce que vous avez vu que l'analyse vous disait que le taux de phosphore était très bas. Donc, la carence en phosphore ne devrait pas réapparaître non plus cette année. Et pour les carences des photos 4 et 5, les carences en potassium, est-ce que ça devrait réapparaître? La réponse, encore une fois, c'est non. Pourquoi? Parce que vous avez mis de l'engrais potassique pour corriger le sol qui était trop pauvre en potassium l'an passé. Donc, c'est normal que l'année passée, le client ait vu des carences en potassium parce que son sol était pauvre. Maintenant, vous en avez ajouté du potassium pour rééquilibrer le sol. Les carences ne devraient pas réapparaître. Tout ce qu'on a vu l'année passée comme manque d'éléments nutritifs ne devrait pas se reproduire cette année parce que vous avez ajouté de la chaux et des engrais. Les éléments nutritifs qui manquaient dans le sol sont dorénavant présents pour la prochaine culture. Donc, les carences ne devraient pas réapparaître. Cinquième partie, pour la deuxième année et les années suivantes. Donc, vous avez, je disais tantôt, vous avez fait une analyse de sol par vous-même ou au laboratoire. Vous avez fait les correctifs dans le sol. Le travail de la première année est fait. Le client va pouvoir faire son potager et cultiver ses plantes fruitières et il devra avoir des très beaux résultats. Maintenant, les années suivantes, qu'est-ce qu'on va devoir faire? Donc, pour la deuxième année et les années suivantes, quelle quantité de compost sera nécessaire pour maintenir le taux de matière organique? Je vous rappelle, on a vu ça dans le cours, si on veut maintenir le taux de matière organique du sol, on devrait rajouter chaque année 1 cm de compost. 1 cm de compost, ça correspond, selon le tableau de matière organique, à 7 brouettes par 100 mètres carrés. Dans ce cas-ci, le terrain mesure 40 mètres carrés, donc on devait faire une règle de 3. 7 brouettes par 100 mètres carrés. Combien de brouettes de compost pour 40 mètres carrés? Et on devait arriver à 3 brouettes de compost. Donc, vous allez dire au client, dans votre potager, la deuxième, la troisième année et les années suivantes, chaque année, dans le fond, vous devriez rajouter 3 brouettes bien remplies de compost et incorporer ça dans le sol. À quelle période de l'année le compost devrait être appliqué? Idéalement au printemps ou à l'automne, pas dans le milieu de l'été. Remarquez que pour un potager, c'est un moindre mal parce que les plantes ne passeront pas l'hiver. Même si vous en mettez l'été et que les plantes absorbent l'azote à la fin de l'été, vous allez les arracher de toute façon. Mais normalement, le compost, on met ça au printemps ou à l'automne. Comment le compost devrait-il être incorporé à partir de la deuxième année? Et la première année, évidemment, le compost, on l'a épandu et on l'a incorporé en profondeur. Mais normalement, si on veut prendre soin de la vie du sol, on ne devrait pas rebrasser le sol en profondeur à chaque année. Donc, les années suivantes, ce qui serait recommandé, c'est de l'incorporer légèrement avec un cultivateur, par exemple. Donc, légèrement, dans les premiers centimètres, avec un cultivateur, si on ne veut pas perturber la vie microbienne. Sinon, il y a des gens qui rebrassent leur sol chaque année. On pourrait aussi travailler de cette façon-là. C'est moins recommandé en biologique. Donc, comment on va incorporer le compost? Légèrement dans les premiers centimètres avec un cultivateur. Et sinon, on pourrait aussi l'incorporer en profondeur, comme on a fait la première année, mais c'est moins suggéré si on veut prendre soin de la vie du sol. Quel ratio d'engrais devrait être utilisé pour la fertilisation d'entretien? Le client vous pose la question, là, tu as rangé mon sol, tu as mis de l'engrais, tout va bien, mais les années suivantes, qu'est-ce que je vais devoir mettre? Bien, c'est un potager et le ratio adéquat pour un potager devrait être autour de 1,2,2 ou 1,2,3. Combien d'applications d'engrais devraient être faites chaque année? On avait vu ça à la leçon 22. Dans les plates-bandes, on parle normalement de 2 applications par année. Dans les potagers, 2 à 3 applications. Normalement, c'est 2 bonnes applications d'engrais. Et dans certains cas, on va suggérer de mettre une 3e application, surtout pour les plantes gourmandes, comme les tomates, les concombres, par exemple. Donc, 2 à 3 applications. Alors ça, c'est pour la première mise en situation pour un sol à l'extérieur.